prospecter et fidéliser un client, c'est quoi? Bon, moi, je suis Loveline Perrin-Alima. Je suis productrice, réalisatrice. Je fais dans la vidéo, l'audiovisuel. Et comme je le disais hier à la CINA, j'aimerais me lancer dans une deuxième activité, une activité un peu plus secondaire qui est l'importation de produits africains vers l'Europe. Voilà. Donc, c'est pour cela que je suis là ce soir. Donc, pour moi, prospecter, c'est en fait cibler les clients à qui on veut s'adresser, les chercher, savoir où les trouver et puis s'adresser à eux de la bonne manière afin qu'ils soient intéressés par le produit ou le service qu'on propose. C'est ce que je dirais. D'accord. Donc, pour toi, c'est la création d'un lien de confiance entre les personnes qu'on souhaiterait. Les personnes qui Exactement. font. OK. Exactement. La confiance, c'est vraiment, pour moi, c'est l'une des clés, c'est l'un des moteurs pour toute entreprise qui veut vivre, en fait. On a besoin de garder la OK. confiance de ses clients, de ses collaborateurs et même de ses investisseurs par la suite, en fait, si on veut grandir ou passer à une autre échelle. OK. Donc, on va inverser. OK. Tout ce que vous avez dit, ce sont des éléments de réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'un prospect? Un prospect, c'est un potentiel client, en fait. C'est quelqu'un qui pourrait, ou c'est une entreprise, enfin, c'est une organisation physique ou morale qui pourrait être intéressée par le produit ou le service que l'on propose, quoi. Tout ce que vous avez dit, ce sont des éléments qui répondent à cette définition. En un mot, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'un prospect, bien évidemment, c'est quelqu'un, c'est une personne morale ou physique qui pourrait être intéressé par les services ou les produits que nous proposons. Donc, un éventuel consommateur de nos biens ou de nos services. Prospecter, bien évidemment, quelqu'un ou un client, c'est aller à la recherche à travers des mécanismes, des liens qu'on va pouvoir mettre en place, on reviendra là-dessus, par des pratiques téléphoniques, par des mailing lists, par des prospections en ligne ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aller à la recherche de quelqu'un qui est susceptible d'avoir besoin de notre service ou bien de nos produits. Fidéliser cette personne-là, c'est un mécanisme de mise en place de l'ensemble des dynamiques qui puissent lui permettre de puisse satisfaire notamment à ses besoins. Lorsque, prenons le cas, chacun donne un téléphone portable. Lorsqu'on a un problème sur nos téléphones portables, nos fournisseurs, automatiquement, il y a une réaction derrière pour rassurer, pour nous rassurer et pour nous accompagner. Donc, ça, c'est un processus de fidélisation, d'où la nécessité de la mise en place d'un service après-vente. On reviendra là-dessus. Donc, deuxième question, bon, vous avez répondu. Donc, c'est bon pour cet élément. Maintenant, on va parler de marketing de l'offre. Parce que tout ce qu'on est en train de parler, quand on veut parler de clients, on veut parler de prospects, on veut parler de fidélisation, on veut parler de prospecter, il faut que tous ces éléments s'inscrivent dans une dynamique. Pour faire de la prospection, il faut avoir quelque chose à proposer. Donc, dans ce sens, il faut mettre en place un marketing de l'offre. Qu'est-ce que c'est que le marketing de l'offre? Là, je vais demander encore votre contribution parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être participatif. Chacun doit avoir des connaissances, a des compétences. Il faudrait qu'ensemble, on puisse les développer ensemble. Qu'est-ce que le marketing de l'offre? Ou qu'est-ce qu'une offre? Le marketing de l'offre, c'est les techniques pour faciliter la vente d'un. Pour moi, l'offre, c'est l'expression d'un besoin. Avant de revenir sur la question de l'offre, on va parler d'abord du besoin. Le besoin, c'est l'expression d'un manque. Parce que c'est l'expression d'un manque. Le besoin, on a besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de communiquer, si j'ai besoin de communiquer, donc il va me falloir peut-être un téléphone portable, si je n'ai pas de téléphone portable, ou il va me falloir une puce. Donc, tous ces éléments rentrent dans le besoin. J'ai un besoin de communiquer. J'ai un besoin de communication. Maintenant, l'offre, bien évidemment, l'offre, c'est un service ou un produit qui vient satisfaire à ce besoin-là, à ce manque-là. Je parlais tout à l'heure du besoin de communiquer. Donc, j'ai ce besoin de communiquer, j'ai ce manque de communiquer. Et l'offre qui viendra satisfaire à ce besoin-là, ça sera soit, si je n'ai pas de téléphone, ça sera le téléphone mobile qui va venir satisfaire à ce besoin. Ou ça peut être simplement le service
Le service, ça peut être la question de l'appel téléphonique qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas tangible, qui est intangible. C'est d'où la différence entre un service et un produit. Le produit, lui, il est tangible. Le service se caractérise par son intangibilité. Donc, le besoin, c'est l'expression d'un manque. Ça peut être une personne morale comme une personne physique qui exprime un manque. Je manque de ceci, je manque de cela, donc il va falloir que je cherche à satisfaire ce besoin-là. Donc, c'est la satisfaction de ce besoin. Pour la satisfaction de ce besoin, on a besoin d'une offre. L'offre, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la communication, ça peut être une téléphonie mobile, ça peut être une téléphonie fixe, ça peut être peut-être même des infrastructures routières qui rentrent aussi dans la catégorie de communication. Donc, dans ce sens, pour répondre à ce besoin, il faut bien définir son offre. Quand je prends, on reviendra là-dessus un peu devant, quand je prends par exemple le cadre de la formation. Aujourd'hui, on a énormément de cabinets, dont notamment une agence de digital, de marketing, Follow Digital Consulting, qui fait des formations sur tout ce qui est inbound marketing, par exemple. Avant de faire une proposition d'offre à une entreprise ou à une personne morale ou physique, l'agence va étudier d'abord les besoins de ces personnes-là pour savoir concrètement quel est le besoin. Parce que quand on parle d'inbound marketing, par exemple, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que cette personne ou cette entreprise a besoin d'un accompagnement sur l'optimisation de ses réseaux sociaux? Ou est-ce que cette entreprise a besoin d'un accompagnement sur la mise en place d'un blog et tout ça? Donc, l'agence va étudier ces différents besoins afin de répondre convenablement, de faire une proposition d'offre qui puisse répondre convenablement à ces besoins. Donc, dans le marketing de l'offre, il faut bien évidemment définir son offre pour que ça puisse être adapté aux besoins, notamment de nos prospects éventuels que nous allons démarcher. Ce que je voudrais dire sur cet élément, c'est que le client, parce que quand je dis le client, c'est qu'on a déjà dépassé le processus de prospect, le client, c'est le seul patron de l'entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, quel qu'en soit le secteur d'activité, il faut mettre le client au devant, il faut réfléchir dans la posture du client, c'est à la place de ce client-là. Bien évidemment, on me dira que dans le processus de marketing, il y a des moments où c'est l'entreprise qui réfléchissait et le client venait chercher. Non. La posture des clients a changé aujourd'hui. Les clients sont de plus en plus exigeants. Et ce sont des clients qui sont aujourd'hui avertis, qui savent de quoi ils ont besoin. Si on arrive sur la question du digital, par exemple, inbound marketing, quand on parlera du parcours du client, on va voir qu'il y a trois éléments. Il y a la phase de prise de conscience. Le client ou le prospect va découvrir l'absence de quelque chose, il va découvrir un besoin ou une opportunité. Déjà, avant d'aller chercher ces informations en ligne, cette personne sait déjà de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qu'elle recherche? Et la phase de prise de décision, la seconde phase, ce sera quoi? Ce sera la phase de découverte parce qu'elle va aller sur vos sites, soit sur vos blogs, pour avoir des informations. Et c'est à ce moment que vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant que responsable marketing, vous allez vous positionner comme conseiller pour ce client, pour ce prospect, pour le conseiller, pour mieux l'orienter jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la dernière phase qui est la phase de décision et il prend votre offre ou votre service. Donc, lorsqu'on finit de déterminer son offre, le deuxième élément de marketing de l'offre, c'est bien évidemment déterminer clairement sa cible. Comme on le disait tout à l'heure, on a parlé des prospects, on a parlé des clients, on a parlé du manque. Notre cible, c'est qui? C'est la personne morale ou la personne physique dont nous ciblons à qui nous voulons vendre nos services ou nos produits. Quand on prend par exemple le cadre d'un magasin de proximité, par exemple, on ne peut pas demander à quelqu'un dans l'alimentation générale, par exemple, lui dire, OK, ben, monsieur, il faut, comme tu veux vendre de la ticket, par exemple, ou tu veux vendre des bananes plantains,
tu vas aller t'installer sans faire d'études de marché, tu vas aller peut-être t'installer dans le 5e arrondissement. Et ou dans le 5e arrondissement, tu regardes par exemple, tu dis, bon, tiens, moi je vais aller à Saint-Jean, du moins à Saint-Michel, dans le 5e arrondissement précisément, sans étudier, sans définir vers qui seront mes clients, qui seront véritablement à qui je vais vendre ces services-là. Bien évidemment, c'est sûr qu'on va rencontrer des difficultés. Mais en revanche, lorsqu'on fait une étude en amont et puis on définit bien son offre, ça va nous permettre de mieux orienter et de déterminer tout à l'heure ce qu'on va voir, de déterminer le bénéfice pour les personnes, la valeur ajoutée. Parce que lorsqu'on décide d'aller, par exemple, s'installer avec un magasin d'alimentation générale, on va voir qu'il y a déjà peut-être des gens qui existent. Il y a peut-être Carrefour qui est là, qui n'est pas forcément un magasin d'alimentation générale comme nous, bien que Carrefour vende certains produits, notamment exotiques. Mais lorsqu'on va, je vais d'abord étudier quel est le bénéfice que le client va tirer de ce que moi, je vais venir nous vendre. Est-ce que le bénéfice va s'établir pour le client notamment sur le coût ou sur la rapidité de livraison? Loveline disait tout à l'heure qu'elle veut faire de l'import-export. Par exemple, comment je vais me positionner par rapport aux grands groupes qui sont sur le marché? Est-ce que mon offre que je vais aller proposer à ce client-là, le bénéfice, est-ce que ça sera sur le temps de livraison? Si, évidemment, les grands groupes livrent peut-être dans 2 semaines, est-ce que moi, je serai capable de livrer peut-être en 1 semaine? Ou si les grands groupes font peut-être la livraison, je dis un montant peut-être à 100 €, est-ce que je serai capable de proposer la livraison à mon interlocuteur peut-être à 90 €? Donc, tout ça sont des éléments qui rentrent dans la détermination de la valeur ajoutée pour le client. Bien évidemment, ça nécessite aussi de voir si c'est des produits de formation, par exemple, quelle sera la valeur ajoutée? Si quelqu'un dit, mais moi, j'ai besoin d'une formation de développement personnel. Dans le volet de développement personnel, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je vais prendre le soin d'étudier, d'échanger avec la personne, d'analyser ses besoins. Est-ce que son besoin en termes de développement personnel, est-ce que c'est lié à la question de la prise de la parole en public? Est-ce que c'est lié peut-être à une question de stress? Est-ce que c'est lié à une question peut-être de manque de confiance en elle-même, cette personne-là? Donc, je vais étudier tous ces éléments et en fonction de ça, je vais faire une proposition d'offre qui prenne en compte tous ces éléments. Bien évidemment, la valeur ajoutée pour cette personne, c'est que l'offre que je vais lui proposer puisse répondre à ses besoins correctement. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte avant même de parler de la question de la prospection. Et lorsqu'on finit de définir son offre, on finit de définir sa cible et on détermine les valeurs ajoutées qu'on voudrait apporter à ce client, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer notre positionnement. Quels seront les avantages concurrentiels? Bien évidemment, je suis passé un peu là-dessus tout à l'heure. Par rapport aux concurrents, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Prenons même le cas de téléphonie mobile en France, par exemple. Lorsque Free venait sur le marché, qu'est-ce que Free a fait? Free, c'est beaucoup plus, elle a vu qu'il y avait Orange, il y avait Bouygues, ainsi, c'était des loups du marché. Pour un positionnement, Free a fait du bas de gamme. C'est d'adresser à monsieur tout le monde, à madame tout le monde, en cassant le prix du marché. Bien évidemment, l'avantage concurrentiel, c'était que c'était facile d'accès et le prix était très, très, très compétitif. Donc, de ce point de vue, Free a misé déjà dans un premier temps sur la grande masse pour dire, mais je préfère avoir la grande masse, la loi de la masse. Plus il y a plusieurs personnes, mieux c'est. Donc, il y a tous ces éléments aussi à prendre en compte lorsqu'on veut faire des démarches de prospection. Parce que n'oublions pas que quand on fait la prospection, nous ne sommes pas seuls sur le marché. On n'a pas le monopole du marché. Il y a d'autres prestataires qui sont là, qui font aussi les mêmes choses que nous. Donc, par rapport à ces prestataires, qu'est-ce que je dois proposer comme avantage concurrentiel? Bien évidemment, pour comprendre cet avantage concurrentiel, il faudrait que je connaisse mon secteur d'activité. J'ai des informations sur mes concurrents, d'où la nécessité de mener une étude de marché pour ceux qui veulent commencer, ou la nécessité de mettre en place une veille stratégique, que ce soit online comme offline, une veille stratégique, ou bien évidemment, à certains, on appelle ça simplement de l'espionnage économique. Il y a des gens qui rentrent simplement, c'est de plus en plus courant,
ils rentrent forcément dans les bases de données de certaines entreprises pour tirer des informations capitales qui puissent véritablement les permettre d'avancer ces concurrents-là. Ça s'est passé à la fois entre Samsung et iPhone. Ça s'est passé entre Samsung et puis Huawei, et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments qu'on doit pouvoir prendre en compte. Et bien évidemment, lorsqu'on finit de prendre en compte tous ces éléments, il y a tout un ensemble des choses aussi à mener à côté. Je parle de la définition de l'offre. La définition de l'offre, ça se fait lorsqu'on parle de questions de besoins. Mais aussi, on peut partir aussi du marché pour définir les offres, comme on peut partir de l'offre pour voir si c'est marché. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, peut-être on peut, avec le COVID-19, on a vu la floraison des besoins en masques. Ce besoin en max, le marché existait avant, mais aujourd'hui, l'explosion de ce marché a fait qu'il y a des entrepreneurs qui disent « Ah, mais tiens, ça, c'est une opportunité. Donc, qu'est-ce que je fais ?» Automatiquement, ils trouvent des fournisseurs pour pouvoir satisfaire à ces besoins-là. Donc, on peut partir du marché, on peut partir du besoin pour définir des offres, comme on peut partir des offres pour définir. Donc, quand on a fini de parler des questions de marketing de l'offre, on va faire la présentation de la démarche. Tout à l'heure, je parlais de la détermination de son offre, qui est l'élément clé, vous allez voir tout à l'heure, et la détermination de la cible. Donc, vous verrez que les deux flèches sont dans les deux sens. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut aller à partir de la cible pour déterminer notre offre, comme on peut déterminer nos offres pour avoir la cible. Aujourd'hui, je prends le cas des cache-nez dans le cadre du COVID-19. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un besoin mondial de cache-nez. OK? Ce besoin, initialement, c'était pour les agents de santé. Mais aujourd'hui, avec le déconfinement qui se profile à l'horizon dans certaines régions, dans certains pays tels que la France et l'Espagne et l'Italie, et aussi le confinement qui ne peut pas être réalisé dans certains pays, notamment en Afrique. Donc, il y a la nécessité de l'utilisation massive de ces cache-nez qui puissent permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations, tout en maîtrisant la propagation du virus COVID, la transmission de ce virus-là. Donc, aujourd'hui, on peut partir de la cible qui est les agents de santé, la population, pour déterminer les offres notamment de cache-nez. Comme à l'inverse, on peut partir de l'offre pour déterminer sa cible. Moi, je peux dire, OK, mais j'ai des cache-nez, ma cible uniquement, peut-être c'est des cache-nez chirurgicaux, ma cible uniquement, c'est peut-être les agents de santé. Et là, c'est un ciblage que j'ai fait sur les agents de santé. Donc, je ne vendrai que peut-être mes cache-nez, peut-être qu'aux agents de santé, la pharmacie, les chirurgiens. Et à part ces catégories de cibles-là, je ne vendrai plus mes offres, je ne ferai plus mes offres à d'autres personnes. Je disais tout à l'heure qu'il faut déterminer son positionnement par rapport à la clientèle. Qu'est-ce que j'apporte de nouveau comme valeur ajoutée au client? Et bien évidemment, au cœur de tous ces éléments, il faut la satisfaction du client. Parce que je disais tout à l'heure d'entrée que le client, c'est le boss de l'entreprise. C'est le seul patron qui puisse à lui seul renvoyer le directeur de société, la secrétaire du directeur, jusqu'au petit personnel employé de la société. Pour la simple et unique raison, s'il décide d'aller utiliser son argent ailleurs, mais pas dans votre entreprise, bien évidemment, l'entreprise aura des tensions de la trésorerie et cette tension de la trésorerie va entraîner une crise de plus en plus qui va aboutir au licenciement, au reclassement, on va dire technique. Après, ça va être le licenciement. Après, on va avoir le redressement juridique et bien évidemment, l'entreprise va déposer la clé. Donc, la satisfaction du client doit être au cœur de toutes nos définitions de nos différentes offres. Je parlais tout à l'heure de la méthode CAD. La méthode CAD, c'est simplement la détermination des caractéristiques, des avantages techniques et le bénéfice utilisateur.
J'ai pris le cas des formations sur mesure. Quand on parle de formation sur mesure, c'est différent de la formation générale où tout le monde dira que même moi, j'ai besoin d'une formation de communication. On va venir faire cette formation de communication pour tout le monde. Tout le monde saura que pour faire la communication, il faut déterminer des canaux de communication. Ça peut être par la télévision, ça peut être par la radio, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par la téléphonie. Mais une formation sur mesure, quelqu'un peut dire, OK, moi, je veux comprendre uniquement qu'est-ce que c'est que les objections en termes de prospection commerciale. C'est dire que la personne s'est rendue compte peut-être que lorsque la personne fait la prospection, il y a soit un blocage lorsque la personne appelle une entreprise, il y a soit un blocage au niveau de la secrétaire, du secrétariat, qui disent non, mais le patron n'est pas là, bien que le patron soit là. Comment il faut traiter ces cas de traitement d'objection? On peut monter une formation spécialement sur cet élément pour répondre à ces besoins. Ou par exemple, quelqu'un peut dire, OK, ben tiens, moi, j'ai la phobie de parler en public. OK, est-ce que cette phobie de parler en public, est-ce que c'est lié, par exemple, à l'absence de talent chez cette personne? Est-ce que c'est lié à l'absence d'éloquence chez cette personne? Ou simplement, est-ce que c'est lié peut-être à la timidité qui est de cette personne? Donc, c'est lui qui va proposer cette formation en mesure, va regarder, bien évidemment, va analyser le besoin concret pour déterminer les avantages techniques pour le client. Et à partir de là, il y aura un retour sur investissement pour le client. Ce retour sur investissement, c'est quoi pour le client? Évidemment, son besoin a été satisfait concrètement. Il n'aura plus besoin de dire, je vais chercher encore une autre entreprise ou un autre cabinet de formation pour les mêmes besoins. Bien évidemment, je prends encore un autre secteur d'activité qui est le secteur des bouteilles plastiques, par exemple. Lorsqu'on voit tout ça, je ne ferai pas de publicité, lorsqu'on voit tout ça, on prend tout ça peut-être de l'eau minérale. On prend tous de l'eau minérale ou encore il y a des boissons aujourd'hui qui sont pratiquement majoritairement dans des plastiques, dans des bouteilles plastiques. Pourquoi? Parce que c'est léger, c'est incassable pour éviter, bien évidemment, le bénéfice utilisateur pour nous en tant que consommateurs. C'est facile à transporter et on n'a pas de risque de se couper. Parce qu'initialement, avec les bouteilles, il y a des risques, même si on me dira que les bouteilles sont solides, mais il y a des risques de se couper lorsque, peut-être par mégade, je laisse tomber peut-être ma bouteille qui casse, par exemple. Il y a des risques pour que je puisse me couper. Alors, avec une bouteille plastique, il n'y a pas ce risque. Donc, dans la détermination de notre offre, on doit tenir compte de tous ces éléments, les caractéristiques de nos produits, les avantages techniques et les bénéfices pour l'utilisateur qui est le client final. Donc, lorsqu'on a fini de définir notamment sa stratégie d'offre, on a défini son marketing d'offre, on sait quelle est notre cible, on sait quel est le besoin qu'on doit véritablement satisfaire. J'insiste sur la question du besoin, sur la question de satisfaction des clients, parce qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique, avec le développement du digital et de la technologie 3D aujourd'hui, on a beaucoup d'offres sur le marché. Mais lorsque je discute avec certains entrepreneurs, mais ton service que tu as fait, qui est ta clientèle cible? Ben, moi, je l'ai fait, ben, ceux qui auront besoin. Non, on ne fait pas une offre sans savoir à qui on va vendre cette offre-là. Bien évidemment, si tu le fais, tu vas garder toujours notamment tes marchandises ou bien tes services, tu ne pourras pas les commercialiser. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en considération cette partie de la stratégie de marketing de l'offre. Oui, quel est le besoin que je vais satisfaire? Est-ce que je pars du marché pour déterminer une offre ou bien est-ce que je détermine mon offre et puis je vois en fonction du marché quelle est l'adaptation ou l'adaptabilité que je pourrais faire pour satisfaire à ce besoin sur le marché? Et après ça, j'étudie la concurrence. Si ce n'est pas un secteur notamment où je suis peut-être le premier sur le secteur, j'étudie la concurrence pour voir qu'est-ce que la concurrence fait, quels sont les avantages que la concurrence propose et à côté de ça, mais moi, qu'est-ce que je pourrais proposer de mieux que la concurrence pour que véritablement je puisse déterminer mon positionnement.
en fonction de ça, si j'ai fini d'étudier tout ça, je peux dire, OK, mais tiens, soit je fais de mon produit, de mes services, des produits de haut de gamme, des produits de moyen de gamme ou des produits de bas de gamme. Donc, ou soit, si c'est des prestations de services, notamment en termes de formation, je finis d'étudier tous ces éléments, je regarde, je dis, bon, OK, moi, mes formations sont uniquement adaptées aux dirigeants de société. À part les dirigeants de société, ce n'est pas monsieur tout le monde à qui moi je pourrais adresser mes formations. Donc, tous ces éléments-là rentrent dans la détermination, notamment du marketing de l'offre. Quand on a fini de faire tout ça, bien évidemment, il faut avoir de l'argent. Quelqu'un le disait tout à l'heure, Modibo, que l'argent, c'est le nerf de toute entreprise. Bien évidemment, toute entreprise a pour objectif de faire du profit. Que ce soit des organisations non gouvernementales comme des organisations privées, l'objectif, toute entreprise a des objectifs. Les objectifs peuvent être, dans le cadre des organisations non gouvernementales, ça peut être des objectifs moraux, de satisfaction morale, par exemple. Ça peut être, si on voit dans le cadre ciblé, par exemple, qui est lanceur de l'ONG Rêve d'Ivoire, par exemple, qui fait souvent des restaurations pour aller vendre, pour aller remettre à des sans-papiers, des primo-arrivants. Donc, la satisfaction qui a été, ce n'est pas un bénéfice matériel, mais déjà, cette satisfaction, c'est une satisfaction, on va dire, morale, c'est une satisfaction sociale qu'elle en tire. Donc, déjà, avant qu'elle ne fasse ça, elle établit déjà, mais tiens, à qui je vais donner peut-être ces plats, à qui je vais offrir ces plats, mais ces personnes sont situées où? Bon, de chez moi à là-bas, quel est le temps que ça va me prendre? Donc, il y a tous ces calculs-là qui rentrent dans ces éléments. Même chose aussi pour Follow Digital Consulting aujourd'hui, qui nous réunit ici, qui est un agent de consulting en marketing digital, pourra dire, mais tiens, moi, j'ai défini mes offres. OK, pour faire de la stratégie digitale, par exemple, pour faire des formations de community manager, par exemple, je vais m'adresser peut-être au service de communication des départements ministériels, par exemple, ou je vais m'adresser au service de communication marketing uniquement des entreprises. Donc, je ne veux pas m'adresser peut-être à des particuliers. Non, les particuliers ne font pas peut-être partie de ma première cible. Ma première cible, c'est les départements ministériels, c'est-à-dire les institutions ou les entreprises peut-être de 10 employés, bien de 15 employés, bien des entreprises à part de 50 employés. Donc, tout ça, ça rentre dans l'élément. Donc, lorsqu'on a fini de bien ficeler tous ces éléments, on va aller maintenant à la conquête du marché. On va aller chercher un premier marché. Parce que quand on va aller chercher le premier marché où, en fonction des cibles que nous avons déterminées, en fonction des profils des cibles que nous avons déterminés. Bien évidemment, si on est dans le cadre, par exemple, de marketing d'une stratégie digitale, on va déjà faire ce qu'on va appeler en amont le buyer persona. Le buyer persona, c'est simplement une personne cible, une personne morale physique cible. Donc, on va déterminer son profil. Quels sont, évidemment, c'est une représentation fictive de notre cible. Quels sont éventuellement, je vais m'adresser peut-être à un cadre de 30 à 45 ans qui a un niveau de vie, un salaire entre peut-être 3 000, 5 000, qui aime les sorties, les soirées, qui aime se former, qui est intelligent. Donc, on va déterminer toutes ces caractéristiques-là pour ce buyer persona et en fonction de ça, on va produire nos contenus qui vont nous permettre d'intéresser toutes les personnes qui seront dans ce profil qu'on va déterminer. Donc, voilà. Dans la prospection, comment trouver son premier client? Bien évidemment, je reviendrai vers vous. Question pour Jenny. S'inspirer de ses acquis. La question est à chacune et à chacun de vous. Vous êtes-il déjà arrivé de réussir un projet de prospection ou de promotion d'une offre personnelle, professionnelle ou associative? La prospection, ça peut être dans le cadre aussi de la recherche d'emploi. Ça peut être dans le cadre aussi de la recherche d'emploi parce qu'on va utiliser en fonction de notre profil, on va essayer de voir, d'aller chercher des entreprises qui
demandent peut-être ces genres de profils, des entreprises qui font ces genres d'activités. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de réussir un tel projet et quelles sont les attitudes ou quels sont les caractères qui vous ont permis de réaliser ces différents projets-là? Ça peut être des projets personnels, des projets professionnels ou associatifs. Vous avez la parole. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai eu à faire mes premières cartes de visite, Oui. voilà, quand je fais de l'infographie, donc j'ai eu à faire mes premières cartes de visite. Et la carte de visite était plus de 50. Donc j'ai décidé un jour de faire une prospection et j'ai décidé de cibler les restaurants. OK. Voilà, donc j'ai eu à prospecter à peu près 10 restaurants. Et maintenant, voilà, on me demandait, en plus de la carte, on me demandait si j'avais des flyers ou si j'avais un site. Mais à l'époque, je n'avais pas un site, mais j'avais une page Facebook, mais je n'avais pas de site. Maintenant, quand même, j'ai pu distribuer 10 cartes. Maintenant, c'est 2 mois après qu'il y a un restaurant qui m'a appelé et on a signé un contrat. C'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Ça. OK. Qui encore? Donc, moi, je suis Dorcas Dabiré. Je viens juste de me lancer dans le secteur de l'indépendance, mais plutôt en management QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est management qualité, système qualité dans la production et système HSE, donc santé, sécurité au travail. Alors, moi, ma prospection pour l'instant se fait plus sur les offres, comme tu l'as dit, parce qu'il y a donc par rapport aux offres, à travers les offres, j'en profite pour me proposer, pas en tant que candidate pour un contrat en CDI ou en CDD, mais plutôt en tant que consultante du coup à la place. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas encore signé de contrat, rien du tout, mais au moins j'ai pas de refus non plus. J'attends toujours des réponses et pour l'instant, voilà, j'ai pas de refus catégorique. C'est plutôt des avis positifs, mais positifs qui n'est pas encore concret. Voilà. Donc, en un mot, aujourd'hui, quand tu fais tes prospections, notamment en fonction de ton secteur d'activité, tu fais des propositions d'offres en tant que consultante. Oui. Et tu attends que l'entreprise réponde à tes offres. Alors, moi, je réponds aux offres que les entreprises font sur les sites d'emploi, par exemple. Tu fais des propositions d'offres aux entreprises en fonction de leurs besoins. En fonction de leurs besoins, mais ce n'est pas de la candidature voilà, c'est de la candidature ciblée. C'est vraiment ciblé. Et du coup, quand l'entreprise me contacte, là, en ce moment, je suis claire au téléphone. J'ai dit, voilà, moi, j'ai candidaté. Si mon CV vous a plu, bah, voilà ma situation, voilà ce que je vous propose. Voilà. Et maintenant, l'entreprise est libre de dire, OK, ouais, moi, j'ai fait mon offre, mais c'est vraiment un salarié que je veux. Bien évidemment. Mais il y a des entreprises, la plupart des entreprises qui m'ont recontacté à la suite de mes candidatures n'ont pas été gênées. Ils m'ont dit, ah, c'est possible, on pourra y réfléchir. Nous ne sommes pas fermés à cette proposition-là. Donc, ils te proposent une option. Voilà. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas fermés. C'est vrai qu'ils ont fait une offre pour recruter un salarié ou une salariée, mais si derrière moi, ma proposition, si mon profil leur intéresse, ils pourraient éventuellement réfléchir à plutôt faire un contrat de consulting. Okay, ça marche. Pour ce qui concerne Modibo, bien évidemment, lorsqu'il a commencé, il s'est dit, mais tiens, mes services, comme je suis infographe, mes services pourraient intéresser des restaurants qui ont besoin de design, qui ont besoin de faire des cartes de visite, qui ont besoin de faire des flyers. Mais seulement aussi, peut-être en allant, il n'a pas tenu compte de la détermination, notamment de faire la nécessité de mettre en place des flyers pour présenter lui-même ses offres. Donc, ça, c'est un élément. Donc, lorsque on va peut-être à la conquête du marché, on reviendra là-dessus devant,
Donc, il faut préparer, c'est toute une préparation en amont. Donc, j'aurai besoin de cas de visite, j'aurai besoin de cas de visite, j'aurai besoin de flyers, j'aurai besoin de catalogues. Donc, tous ces éléments, je détermine et j'ai bien ciblé les entreprises que je veux prospecter. Ça, c'est le cadre de lorsqu'on va sur le terrain pour faire de la prospection. Ou si c'est peut-être dans le cadre d'Abiré, d'Ocas, par exemple, on peut faire de la prospection téléphonique à distance ou bien par mail en allant aussi peut-être sur le site des entreprises pour voir. Ça, il peut y avoir double élément. Soit des entreprises peuvent faire des propositions d'offres, des appels d'offres auxquels on peut répondre, ou nous-mêmes, on peut aussi en amont aller sur le site d'une entreprise, on regarde, est-ce que ces entreprises-là font telle activité. OK, moi, les offres que je vous propose, est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre des activités de cette entreprise-là? Je regarde, j'étudie bien évidemment la société, je connais bien la société et je vois un élément qui manque dans leur fonctionnement, peut-être en termes de qualité, bien peut-être en termes de topographie. Je formule une proposition d'offre sur cet élément bien précis que j'ai déterminé et je fais la proposition d'offre. Et à partir de cet instant, je me positionne en tant que conseiller et on échange entre ces différents acteurs. Donc, voilà déjà quelques petits commentaires que je peux faire sur ces aspects. Donc, en général, pour revenir sur la question de la prospection, il existe deux objectifs de prospection possibles. L'un des objectifs s'appelle développer la notoriété de l'entreprise, la visibilité. Dans ce cadre, par exemple, on peut être, si c'est le marketing, on va revenir dessus, outbound sales, par exemple, on va aller, le marketing direct traditionnellement, on va faire beaucoup de rendez-vous, on va participer au salon, on va participer au dîner d'affaires, on va se créer des relationnels, on va faire énormément de rendez-vous dans des cafés, dans des entreprises, on va s'asseoir, on va discuter avec les personnes, mais généralement, souvent, ces genres de choses, ça va être des clients peu qualifiés. Je reviens un peu devant sur qu'est-ce que c'est qu'un client qualifié. Donc, ça va être des clients peu qualifiés. Ce sont des clients avec des prospects peu qualifiés qui ne sont pas forcément susceptibles de connaître mon service, qui n'ont pas forcément besoin de mes services. Mais c'est moi qui viens les convaincre, qui me tiens, voilà, moi, j'ai fait ça. Mais en fonction de ce que vous faites là, je pense que cette offre-là peut répondre à vos besoins, ainsi de suite. Mais comme ce client n'est pas qualifié en amont, la personne, tiens, ok, j'ai compris, je vais y réfléchir, ainsi de suite. Et il y a un faible taux de transformation de ces clients-là. Souvent, ça peut être des personnes qu'on rencontre sur des salons, on discute rapidement avec ces personnes-là. On dit, mais tiens, voilà les offres, voilà les services que nous proposons, voilà les offres, voilà les produits que nous faisons. Et après, on appelle ces personnes derrière, où on envoie des mails. Souvent, ces mails-là restent sans suite. C'est souvent des appels que les gens ne répondent plus. Donc, automatiquement, il y a un faible taux de transformation. Le deuxième élément d'objectif, c'est optimiser l'efficacité commerciale. Ça, c'est dit comment on va booster carrément notre chiffre d'affaires. Et à ce niveau, on s'adresse uniquement aux personnes ou aux clients ou aux prospects qualifiés qui sont susceptibles, qui ont un intérêt certain à prendre nos services, qui ont un intérêt certain à prendre nos offres. Je reviens par exemple le cas de Modibo qui disait, par exemple, sur la question de sa carte de visite ou ses prestations en infographie. Je fais ma petite prospection dans le quartier, par exemple. Je regarde, je passe, si je vais m'adresser au restaurant pour prendre son cas, je regarde les différents restaurants et je dis, bon, tiens, ok, ça, c'est un restaurant, ça. Et je vais moi-même en espionnage, par exemple, je vais m'asseoir, souvent je vais manger, je prends et puis entre deux cuillères, je change un peu avec eux. Ah, mais tiens, je peux pas avoir une carte de visite avec vous. Est-ce que vous avez, je peux avoir le menu? Tout ça, ce sont des moyens de prospecter. Ah, mais non, on n'a pas encore de carte de visite. Ah, vraiment, bon, peut-être on cherche quelqu'un. Ou je demande le menu, on dit non, on n'a pas encore établi le menu, mais voilà ce qu'on fait par jour, on met le repas du jour. Donc, tout ça, ça me permet de recueillir des informations. Et lorsque je sors là, j'ai déjà toutes ces informations. Je veux maintenant booster mon chiffre d'affaires dans ce secteur-là. J'essaie
par où commencer, j'ai fait des offres. En faisant ces offres-là, par exemple, je peux, connaissant peut-être les situations économiques, je peux faire des forfaits à ces restaurants pour dire, mais tiens, moi, je vais manger chez vous régulièrement, mais bon, j'ai constaté que vous n'avez pas encore de carte de visite, ou bien vous n'avez pas encore de flyers, mais moi, je peux vous proposer des services, mais voilà. Et là, initialement, j'ai fait peut-être les cartes de visite à tel montant, mais comme c'est vous, je suis votre client, mais par clientèle, je vais vous faire un forfait, et à partir de cet instant, on cherche à booster nos commandes et à booster véritablement notre chiffre d'affaires. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Tout ça, ça nécessite quoi? Ça nécessite de la préparation en amont. Ça nécessite de la préparation en amont. Parce que pour mener une prospection, il faut déterminer des objectifs. On reviendra un peu devant là-dessus aussi. Il faut déterminer les objectifs, quantifier les objectifs, que ça peut-être soit des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteindre et déterminés dans le temps. Donc, on ne peut pas dire, OK, ben aujourd'hui, je veux que le maximum d'Africains ou bien le maximum d'entrepreneurs soient formés à la prospection. Oui, le maximum mais c'est quoi? C'est quoi? Peut-être je peux dire, mais je souhaiterais qu'au moins, au sortir de là, 60% des personnes qui ont participé, 80% des personnes qui ont participé puissent bénéficier de ces formations-là. Donc déjà, je sais que c'est 60%, bien c'est 80%, je travaille dans ce sens, ou bien 100%, je travaille dans ce sens. Et bien évidemment, lorsque, à la fin de la formation, que je constate que peut-être les 90% n'ont pas été satisfaits ou bien n'ont pas pu bénéficier de ces formations, je m'interroge sur la méthodologie pédagogique qui a été utilisée. Est-ce que la méthodologie pédagogique qui a été utilisée, est-ce qu'elle était adaptée à ces interlocuteurs ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, tout ça, ça me permet de réfléchir, de changer soit des méthodologies pédagogiques ou soit d'améliorer ce qui est fait. Si se trouve qu'à la fin de la formation, il y a peut-être 100% des participants qui disent, ah mais tiens, nous on a été, en tout cas, on a été satisfaits. Ils disent, ah mais tiens, c'est que la pédagogie utilisée, qui est une pédagogie androgyne, a été utilisée, est bonne. Donc, il faut continuer à décider, mais il faut essayer aussi de rendre ça un peu plus performant. Donc, voilà, c'est deux éléments à prendre en ligne de compte. Donc, je détermine un objectif quantifié, SMART, mesurable et déterminé dans le temps. C'est la même chose comme l'objectif du fait de la prospection. Je prends toujours un exemple sur ces questions. C'est comme la vie du couple. Souvent, on attend souvent des hommes comme des femmes disent non, mais j'attends le bon, peut-être le bon homme, ou bien l'homme qui dit non, j'attends la bonne femme. En réalité, le bon homme ou la bonne femme, en réalité, ou la mauvaise femme ou le mauvais homme, en réalité, n'existe pas. Tout dépend de est-ce que ces personnes répondent peut-être à quelques critères que je me suis déterminé. Est-ce que ces personnes rentrent dans ces différents critères-là? Donc, si ces personnes rentrent dans ces différents critères, okay, comment je fais pour optimiser ces différents critères qui sont déterminés pour que je puisse soit adapter ou transformer cette personne-là pour que la personne soit véritablement en adéquation avec moi, mes aspirations, bien évidemment. Lui aussi ou elle aussi pourra aussi réfléchir dans ce sens pour que des part ou d'autre, il y ait des déterminations pour qu'il y ait des points de convergence. Parce qu'il ne peut jamais avoir de transformation clientèle s'il n'y a pas d'intérêt. Il faudrait que le client ou le prospect ait un intérêt à prendre votre produit ou à prendre vos services. S'il n'y a pas d'intérêt, le client ne prendra pas. S'il n'y a pas d'intérêt, le prospect ne prendra pas. Donc, c'est la même chose. Par exemple, pour les hommes, lorsque peut-être ils sont intéressés par une femme, excusez-moi, souvent quand je passe ces exemples, les gens comprennent beaucoup plus mieux. Donc, ils vont commencer les démarches. Initialement, c'était dans les quartiers. Ils vont se renseigner sur la fille. Est-ce qu'elle est mariée? Elle vit où? Qui sont ses enfants? Est-ce qu'elle a des enfants? Toutes ces informations vont nous permettre de mieux se positionner. Si c'est une femme, elle va évidemment, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est... Donc, toutes ces questions rentrent dans la détermination, notamment des objectifs, où
voir les caractéristiques, comme on l'a dit tout à l'heure en haut, les caractéristiques et déterminer les avantages, tout ce qu'il faut. Si la personne est mariée ou bien si la personne n'est pas mariée, la personne a des enfants, mais comment faire peut-être, est-ce que la personne a un lien particulier avec ses enfants? Est-ce que, bon, il y a tous ces éléments qui rentrent dans la réflexion. C'est la même chose aussi en entreprise. Lorsqu'on détermine des services, on regarde ces services-là. OK, l'entreprise qu'on va prospecter, quel est le fonctionnement de l'entreprise? Comment l'entreprise, quels sont les besoins de l'entreprise? Aujourd'hui, quelle est l'histoire de l'entreprise? À partir de ces éléments, ça nous permet de mettre en place des objectifs qui prennent en compte toutes ces caractéristiques-là. Et lorsqu'on va appeler, on sait automatiquement sur quoi on va discuter. Et ça permet d'éviter les objections. Donc, ça, c'est l'élément. Et je parle de les questions de prospect qualifié. Un prospect qualifié, simplement, c'est une entreprise physique, une entreprise ou personne morale ou physique qui est susceptible de prendre nos services. Ça peut être une entreprise qui rentre dans nos cibles. Je prenais tout à l'heure des cas de formation, qui puisse rentrer dans nos cibles où on a déjà déterminé le bon interlocuteur. Parce que même si une entreprise rentre dans nos cibles, qu'on n'a pas déterminé le bon interlocuteur, bien évidemment, on va tourner en rond. Lorsqu'on est dans une entreprise qui, notamment dans les grandes entreprises où il y a souvent plusieurs départements, il faut savoir à qui on s'adresse. Si c'est par exemple Orange Mali, Orange Côte d'Ivoire, Orange, est-ce que à Orange Côte d'Ivoire ou bien à Orange Mali ou bien à Orange France, est-ce qu'il y a un service qualité, par exemple, dans le cadre du Dorcas, ou est-ce qu'il y a un service digital dans le cadre peut-être de Follow Consulting Digital, ou est-ce qu'il y a un service infographiste, par exemple, dans le cadre de Bodibo, ou est-ce qu'il y a un service social, par exemple, simplement dans le cadre de Miss Nico et tout ça, Natacha. Donc, voilà, s'il y a ces informations qui se chargent de passer les commandes, qui se chargent de la gestion de ces éléments. Donc, en amont, je mène toutes ces petites enquêtes-là et j'arrive à déterminer un besoin à court terme. Est-ce que dans cette entreprise-là, est-ce qu'ils ont tel besoin qui rentre dans le cadre de mes produits, de mes services? Je regarde, OK, tiens, ils ont ce besoin. Et en fonction de ça, est-ce qu'il y a un budget qui existe dans cette entreprise-là pour mener à bien cette activité-là? Je regarde un peu, je regarde, mais quand même, c'est Orange, c'est sûr qu'ils ont un budget, même s'ils n'ont pas forcément une ligne budgétaire déterminée pour ça, mais ils peuvent facilement mobiliser des fonds. Donc, on regarde, et bien évidemment, on s'inscrit aussi dans la dynamique de voir est-ce que c'est un partenariat en one-shot ou c'est un partenariat qui va s'inscrire sur le temps. Si c'est un partenariat ou si c'est un service, une proposition qui va s'inscrire sur le temps, peut-être un contrat peut-être sur 10 ans, peut-être sur 5 ans, ou est-ce que c'est un contrat qu'on va finir de faire une seule fois, c'est fini, on va plus. Donc, tous ces éléments, on essaie d'intégrer dans nos différentes propositions d'offres qu'on va aller et avec évidemment la prise en compte de leurs besoins. On s'adresse au TPE. S'adresse au TPE, évidemment, le dirigeant est le seul gérant de son entreprise pour la plupart des cas. Les entrepreneurs, pour la plupart des cas, sont les seuls gérants de leur entreprise. Donc, il y a des moments qu'il faut les appeler. Les entrepreneurs, il faut généralement les appeler après 18 heures ou très tôt le matin. Donc, tous ces éléments dans la phase de préparation de la prospection, il faut étudier tous ces éléments. Par exemple, pour éviter les barrières au niveau des secrétariats, par exemple, si vous appelez toujours avant 7h30, avant 8h, il y a de fortes chances que vous puissiez tomber directement sur le patron lui-même. Ou en amont, si vous cherchez dans la phase de préparation, vous déterminez notamment le nom du premier responsable. Lorsque vous appelez directement, si vous tombez sur le secrétariat, dites pas bonjour, je veux parler, non, dites bonjour, présentez-vous, je suis Lassina Bamba, je suis Lassina Bamba pour monsieur telle personne. Par exemple, si j'appelle, disons, la SNCF, par exemple, je vais parler à l'ancien président est parti, Guillaume Pipi, j'appelle son secrétariat, ça dit que j'ai déjà le contact de son secrétariat, j'appelle directement, oui, bonjour madame, oui, Lassina Bamba, pour monsieur Guillaume Pipi. Si
On voit qu'elle est en train de, non, il est occupé, tout ça. Tu dis, non, on s'est eu tout à l'heure au téléphone, même si vous ne vous êtes pas eu. Non, on s'est eu hier au téléphone, c'est lui qui a promis que je l'appelle, qui m'a demandé de l'appeler sur le fixe. Donc, c'est pour ça que je l'appelle. Donc, si la secrétaire, le secrétaire insiste, il dit, mais c'est pas bien grave, mais je lui ferai un SMS, mais je lui ferai un mail, et mais je lui dirai dans le mail simplement que vous n'avez pas été très courtoise lorsque je vous ai appelé, parce que ce qui n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Automatiquement, vous mettez la secrétaire, bien le secrétaire en mauvaise posture, automatiquement, c'est en train de vous passer directement le patron. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui se préparent en amont. Le canal de prospection. Le canal de prospection, c'est intéressant parce que je vais revenir un peu dessus devant. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec il y a le marketing qui, d'une manière traditionnelle, qui a toujours fonctionné, où on utilisait le téléphone, les mails, souvent, on utilisait les radios télévisées, les presses écrites avec des communiqués de presse. Aujourd'hui, on peut aussi utiliser les canaux digitaux et tout ça. Donc, lorsque je détermine mes objectifs de prospection, je réfléchis, je dis, mais OK, ça, j'ai déterminé ma cible, tout, je connais mes offres, je connais les caractéristiques, je connais les avantages. Mais c'est par quel canal je vais procéder ma prospection? Est-ce que ce sera uniquement des appels téléphoniques ou bien est-ce que ce sera des envois de mails? Est-ce que je vais procéder peut-être par des réseaux sociaux? Est-ce que je vais procéder par la poste avec des envois de courrier? Est-ce que je vais procéder par des relations publiques? Donc, je détermine tous ces éléments en fonction, est-ce qu'il faudrait que je participe à des salons, à des colloques, à des ateliers, notamment à des dîners d'affaires. Tout ça, je détermine tous ces canaux-là pour voir comment je peux faire la prospection en fonction des profils des personnes que j'ai déterminées. Bien évidemment, entendu par personne, ça va être des personnes morales comme des personnes physiques. Et en fonction de ça, je sais que peut-être j'ai un chiffre d'affaires dans l'année, je dis peut-être que je veux 1 million d'euros chaque année. Et c'est 1 million d'euros, je suis dit c'est 1 million d'euros par mois. Sur peut-être on va dire 1 million de mois, et je me dis, okay, par mois, il doit peut-être avoir 100 000 ou voilà, 100 000 euros par mois. Et ces 100 000 euros par mois, je vois, OK, pour ça, j'ai besoin de combien de clients? Il faudrait que je détermine ce nombre de clients par mois. Donc, pour avoir les 100 000, si ma prestation, peut-être avec les entreprises, les grands groupes, ça me fait peut-être 10 000 euros par prestation de formation, je vois que si les 10 000 euros, pour que je puisse avoir 100 000 euros, il faut que j'arrive à convaincre 10 entreprises. Donc, si je convainc 10 entreprises, donc ça me fait mes 10 000 euros par prestation, donc ça me fait mes 100 000 euros. Maintenant, je peux me dire, ah mais tiens, OK, peut-être que ma prestation, peut-être c'est 10 000 euros, mais si j'arrive à convaincre peut-être 5 entreprises avec 10 000 euros, et peut-être j'arrive à convaincre des petites entreprises, des PME, pour lesquelles je fais peut-être ma prestation peut-être à 5 000 euros. Donc, j'ai fait toute cette planification, c'est chiffré, c'est déterminé et c'est mesurable. En fonction de tous ces éléments, j'ai construit un rétro-planning pour suivre l'évolution des prospections. Et quand je détermine le profil de toutes ces entreprises et de tous ces acteurs que je dois contacter, quand je finis de contacter un, je note, mais OK, j'ai eu le décideur, je n'ai pas eu, mais je dois rappeler à tel moment pour suivre et évaluer les actions de prospection. Parce que c'est intéressant de suivre. Parce que si on ne suit pas, c'est comme on devient un commandant de bord qui navigue à vue. Donc, ça, c'est important, c'est nécessaire de prendre en considération tous ces éléments avant d'attaquer le terrain. Quand j'ai fini de déterminer tous ces éléments, bien évidemment, je détermine mes moyens de prospection qui doivent tenir compte non seulement de ma cible, du contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de Covid, de la crise. Si aujourd'hui, je ne peux pas forcément faire une stratégie de prospection pour dire que je vais participer à des salons, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire des stratégies de prospection pour dire que je vais participer à des dîners d'affaires. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, je tiens compte du contexte.
le contexte aujourd'hui, c'est la crise. Mais quelle est la possibilité alternative que je puisse déterminer pour faire ma prospection? Bien évidemment, j'ai mon téléphone qui est là. Je vais sur les entreprises, sur le site des entreprises. Il y a certaines entreprises qui sont fermées. Les entreprises qui sont fermées, il y a des informations là-dessus. Ah, c'est fermé ou bien c'est ouvert de telle période à telle période. Je m'arrange à avoir mon interlocuteur que j'ai ciblé. Ou simplement, je cherche à avoir les contacts. D'où la nécessité de faire muter sa stratégie. Donc, je peux basculer sur la stratégie digitale ou directement sur la stratégie téléphonie mobile, ainsi de suite. Donc, voilà des éléments. Et lorsque je détermine tous ces éléments, je viens maintenant pour la mise en place, comme on l'a dit, les moyens qui peuvent être des moyens de prospection en ligne, comme je le disais tout à l'heure, ou des prospections offline, comme on aime le dire, inbound sales ou outbound sales. Donc, voilà des éléments qu'on doit pouvoir prendre en considération lorsqu'on on se retrouve dans le cadre de l'inbound sales. C'est quoi? C'est tout ce qui est question de la prospection par des contenus. C'est en ligne, tout ce qui va se faire en ligne. Donc, ça va être les moyens qu'on va utiliser, ça va être les blogs d'entreprise. Dans ces blogs, on peut utiliser des livres blancs, des conférences aussi, bien évidemment, des conférences en ligne. Par exemple, ça rentre aussi dans le cadre de l'inbound sales, par exemple. L'entreprise l'agence du marketing Follow Digital Consulting a vu, en fonction du contexte, OK, je ne peux pas aujourd'hui me permettre de réunir des acteurs, notamment dans une salle, compte tenu du confinement, compte tenu du couvre-feu, compte tenu du Covid. Mais qu'est-ce que je puisse faire pour véritablement maintenir non seulement contact avec soit mes clients, ou aussi rentrer en contact avec d'autres prospects? Qu'est-ce que je peux faire? Okay, ben tiens, je vais développer peut-être des formations en ligne gratuitement où les gens viendront se former, ils viendront avoir des informations. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le digital. C'est pour ça que chacun de vous a eu à s'inscrire, notamment sur un lien qui lui a été envoyé. La personne, vous êtes inscrit pour participer à cette formation-là. Donc, ça va essentiellement se passer en ligne. Et bien évidemment, ce sera sur des questions de contenu. Aujourd'hui, le contenu, c'est quoi aujourd'hui? C'est cette formation, par exemple, qui rentre en ligne notamment sur des questions de conférence, par exemple. Donc, ça va être aussi quoi? Ça va être des flux de leads sur le long terme, par exemple. On va se projeter sur des contenus à long terme et on va se dire, ben, tiens, comme nous sommes en ligne, généralement, les personnes qui viennent en ligne chercher des informations en respectant le parcours, comme je le disais tout à l'heure, le parcours des clients, en respectant le parcours des clients, ce sont des personnes déjà qui ont plus ou moins une idée de ce qu'ils viennent rechercher. Ils ont conscience de l'existence d'un problème, d'une opportunité. Donc, de ce point de vue-là, tiens, okay, moi, je m'en vais en ligne. Prenons le cas des agents de voyage, par exemple. Prenons le cas des agents de voyage. Si je vais aller en voyage, déjà, je sais que j'ai besoin de me déplacer. Si j'ai besoin de me déplacer, je vais aller peut-être sur Internet ou chercher quel est l'opérateur qui me propose peut-être le billet. Si je vais aller peut-être au Canada, par exemple, ou je vais aller en Afrique. Si je ne vais pas en agence, bien évidemment, je vais aller sur Internet. Mais quel est l'opérateur qui me propose en fonction de mon besoin de déplacement, quel est l'opérateur qui me propose le billet le mieux adapté à ma situation, ou je vais aller en voyage, quel est l'opérateur qui me propose une destination la meilleure? Et bien évidemment, les opérateurs ne vont pas venir nous dire non, chez moi c'est ceci, non. Ils vont voir, ben, tiens, celui-là, il s'est connecté, mais tiens, ben, voilà son centre d'intérêt. Celui qui est derrière, d'où la mise en place d'un parcours de clients. Automatiquement, si vous allez voir de plus en plus de sites Internet, il y a les chatbots qui sont des robots qui communiquent directement avec vous. Quand vous venez, il y a certains qui se présentent. Non, je suis Rémi, je suis là pour vous aider. Je peux vous aider, posez-moi toutes vos questions. Donc, si vous vous amusez à poser une petite question, s'il ne peut pas répondre à cette question, il dit, mais je ne peux pas répondre à cette question, mais il te propose une possibilité.
Ou encore, on va voir beaucoup plus aussi en ligne. Lorsque vous allez taper, par exemple, sur les questions de prospection commerciale en ligne, vous allez voir beaucoup de livres blancs qui sont là-dessus, ou bien des vidéos. Lorsque vous allez suivre le livre blanc, ils vont vous proposer de télécharger le livre blanc. Et lorsque vous allez télécharger le livre blanc, on va vous dire, pour avoir le livre blanc, il faut renseigner votre adresse mail. Lorsque vous allez renseigner votre adresse mail, quand vous allez télécharger, vous allez recevoir, peut-être 2 jours après ou 3 jours après, vous allez recevoir un mail avec le centre d'intérêt que vous avez déterminé, pour lequel vous avez téléchargé le livre blanc, mais avec beaucoup plus d'informations avancées. Et dans le déroulé, on va commencer à vous intéresser, à vous conseiller. Tiens, ben voilà, ça pour la prospection, voilà comment il faut avoir, ainsi de suite. Et vous allez vous intéresser davantage à tous ces éléments. Et à la finalité, ils vont vous proposer, ben, tiens, OK, ben, nous, on peut vous accompagner pour mettre à votre disposition des CRM, pour mettre à votre disposition des plateformes qui peuvent vous permettre de mener à bien votre prospection, et ainsi de suite. Donc, c'est dit qu'ils ont pris, ils vous ont pris depuis le départ. Ils savent que vous avez un besoin. Vous avez cherché à répondre parce que vous avez beaucoup de questions qui vous passent dans la tête. Tiens, tiens, voilà. Ils vont venir, tiens, doucement et jusqu'à ce qu'ils viennent répondre à vos besoins. Donc, tout ça, ça nécessite la mise en place de contenu, la mise en place de la création des lignes, tout ça sur du long terme. Et bien évidemment, ça peut se faire à partir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, parce que c'est important aujourd'hui. Nous sommes de plein pied dans la crise. Ça peut être une autre stratégie de faire de la prospection. Optimiser vos réseaux sociaux. Vous pouvez, les réseaux sociaux, pratiquement tous les réseaux sociaux, vous pouvez les utiliser, mais de préférence, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre capacité, vous pouvez choisir vous-même un ou deux réseaux sociaux que vous allez optimiser. Généralement, quand je fais ces formations, je recommande notamment aux entrepreneurs d'avoir obligatoirement un compte LinkedIn. D'avoir obligatoirement un compte LinkedIn parce que ça va vous permettre notamment de mettre… les autres réseaux sociaux peuvent le faire, mais LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel. Ça va permettre de mettre en place notamment des veilles sur votre secteur d'activité, des veilles sur vos concurrents, et puis ça va permettre aussi de démarcher rapidement aussi d'autres personnes. Et en fonction de ça, il y a beaucoup plus de visibilité. Et il y a aussi il y a Pinterest qui, parmi les réseaux sociaux, notamment Pinterest, quand on fait une publication sur Pinterest, si on a un épinglé, ça peut rester jusqu'à presque 3 mois. Donc, il y a Instagram, vous connaissez, tous ces différents réseaux-là. Donc, c'est de mettre en place des stratégies sur ces différents réseaux et puis faire de la publicité en vidéo, faire de la publicité. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo s'impose comme un outil indispensable à la prospection, comme aussi un outil indispensable à la présentation des activités de nos différentes entreprises. Donc, faire des directs, faire des petites vidéos sur votre secteur d'activité en 30 secondes, en 1 minute, 30 secondes, 45 secondes, vous balancez sur vos différents réseaux et il y a beaucoup plus de réactions. Dans le cadre de la stratégie en ligne, on ne fait pas forcément… Si on a un blog, par exemple, le blog n'a pas pour objectif de présenter les services de l'entreprise. Parce que quand on le dit, on nous dit, mais si on ne présente pas les services de l'entreprise, qu'est-ce qu'on… Non, le blog a pour objectif d'attirer, notamment de présenter l'expertise, notamment de l'entreprise, et dans plusieurs secteurs, dans ce secteur d'activité. Et cela se fait quoi? Ça se fait par la production de contenu. Et la production de contenu, là, nous permet notamment de déterminer essentiellement l'expertise de l'entreprise. Lorsque vous allez vous intéresser à ces différentes questions-là, c'est que vous avez un centre d'intérêt. Vous allez télécharger le premier livre blanc, bien évidemment, ça crée déjà ce contact. Et le marketeur qui est derrière, qui permet de réguler tous ces éléments, le marketeur va se transformer en conseiller. S'il voit une fois, 2 fois, vous ne venez pas, ou bien si vous cliquez net et vous voulez partir, notamment souvent quand vous partez sur des sites, des blogs pour faire des téléchargements, lorsque c'est sur le blog, lorsque vous décidez de partir, automatiquement, il y a une fenêtre qui s'affiche
pourquoi vous voulez partir ou qu'est-ce que vous recherchez. Donc, chaque entreprise met en place ces différentes stratégies-là pour rester en contact avec ces acteurs-là, mieux les convaincre. Bien évidemment, vous verrez aussi que je parle de la question physique. Avant d'arriver sur ces aspects, on peut aller lors de différents salons aussi avoir des contacts et après, on va établir des contacts avec ces différentes entreprises-là, notamment à partir de leurs différents réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il est intéressant pour tout entrepreneur, lorsque vous faites vos cartes de visite, indiquez sur vos cartes de visite les liens des réseaux sociaux que vous avez, ou encore si vous avez votre site Internet, ou encore même dans les signatures de vos mails, indiquez soit vos sites Internet ou indiquez les liens des réseaux sociaux pour permettre aux différents acteurs d'aller aussi avoir des informations sur vous. Et tous ces éléments, ça permet de renforcer la confiance. Donc, voilà des éléments. Et là-bas, c'est le prospect qui vient à vous, en fait. Comme j'aime le dire, c'est le prospect qui vient à vous. Donc, c'est la stratégie de contenu en fonction de vos contenus. Plus vous avez des contenus de qualité, mieux c'est pour la mobilisation, pour attirer beaucoup plus de prospects. Après cet aspect, il y a l'outbound sales. Là, ça, c'est le marketing, on va dire, le marketing en dur. Comme j'aime le dire, c'est la stratégie traditionnelle essentiellement. Et là, en termes de qualification, c'est des personnes que plus ou moins on connaît, ou on a eu déjà à contacter, ou on a déjà quelques informations différentes de ces personnes-là. Donc, on sait à qui on veut parler, on sait quel est le centre d'intérêt de la personne. Je prenais le cas tout à l'heure d'information. Par exemple, si Follow Digital Consulting veut s'adresser par exemple à Orange, bien évidemment, les responsables de Follow Digital Consulting vont déterminer leur interlocuteur au niveau de Orange. Et puis, vont chercher à comprendre les besoins. Et en fonction de ces besoins, ils vont formuler une offre et aller rencontrer pour discuter de proposer ces offres-là. Et ça permet déjà une qualification en amont parce qu'on connaît déjà réellement le besoin. On connaît à qui on va s'adresser. On connaît qui est notre interlocuteur. On sait plus ou moins comment ça va se passer. Et tout ça, donc, ça rentre dans le cadre de la stratégie. On peut aussi faire des emailings, des téléphones, des prospections de terrain, salons, portes ouvertes, réseaux sociaux, physiques, tout ça. Donc, tous ces éléments sont des éléments qu'on peut mobiliser à tout moment, qu'ils soient en période de crise ou pas. Bon, bien évidemment, avec le COVID-19, il y a les questions de portes ouvertes, les questions des réseaux sociaux, du moins des salons, qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui. Mais le téléphone, on peut l'utiliser. Mais mieux, on peut faire des portes ouvertes aussi de notre entreprise. Ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a décidé de faire une bonne sales ou une bonne marketing qu'on ne va pas faire le marketing dur. Ce sont des éléments complémentaires. Donc, il faut mettre tous ces éléments-là en complémentarité. Qu'on soit dans le domaine digital, qu'on ne soit pas dans le domaine digital, on peut mettre tous ces éléments-là en complémentarité. Maintenant, comment conquérir de nouveaux clients grâce à votre portefeuille clientèle? Ça, c'est important parce que je parlais tout à l'heure de la question de garder contact avec ses clients, notamment surtout en cette période de crise-là. Il faut les envoyer des messages, il faut les contacter. Et bien évidemment, il faut aussi avoir la possibilité de gérer ses contacts, ses clients, le suivi, le retour planning pour voir, il y a tel client qui était là, qui n'est plus là, qu'est-ce qui se passe. Donc, comment avoir de nouveaux clients grâce à votre portefeuille clientèle? C'est-à-dire quoi? À partir des clients, des personnes qui consomment mes services, à partir peut-être des personnes qui consomment mes produits, comment je peux capitaliser pour que ces personnes-là soient notamment des conseillers, des prescripteurs de mes services, de mes produits. Le premier élément, c'est des recommandations. Parce que lorsque un client est satisfait, c'est le client même qui va faire la promotion de ton entreprise ou bien de tes services, ou bien de tes produits. Donc, de bouche à oreille, et c'est beaucoup plus aussi fréquent sur les réseaux sociaux. C'est pour cela quand on est sur les réseaux sociaux, par exemple, on en ligne, il est aussi intéressant de rentrer en contact avec les influenceurs, avec ceux qui parlent de vos produits, de vos services. Lorsque vos services sont recommandés par quelqu'un
à son ami, on fait plus confiance à son ami qui nous a recommandé. Donc, la question de la recommandation. Et je me rappelle, lorsque Follow Digital Consulting a été créé, a été mis en place, il y a Mr. Tako qui a fait un bon test pour des AB comme sur LinkedIn, par exemple. Il y a des gens qui nous ont dit, ah, mais tiens, voilà, depuis le Mali, ainsi de suite. Donc, la recommandation, c'est important. Et la recommandation nécessite la bonne prise en compte du client, depuis, que ce soit en ligne comme en ligne, depuis son parcours de client, toutes les 3 phases, si c'est en ligne, toutes les 3 phases du parcours de client. La phase de prise de conscience, la phase de conseil, et puis la phase de décision, tout ça. On doit prendre en compte tous ces éléments. Donc, une fois que le client est satisfait, automatiquement, il est disposé à faire des recommandations. Donc, comme je le disais, pour être recommandé, il faut capitaliser sur la satisfaction de votre client, être réactif, joignable et disponible. Donc, l'une de nos forces, par exemple, c'est que je suis sûr qui a rassuré aussi Ms. Tako lorsqu'on travaille avec elle. Et c'était quoi? Lorsqu'on travaille avec elle, c'est la réactivité de l'équipe. Donc, il faut que vous soyez réactif. Et c'est pour ça que vous verrez, par exemple, dans les différents services après-vente ou dans les services commerciaux, lorsqu'il y a un problème, automatiquement, il y a une réaction derrière. Soit on va vous faire des faveurs, des avantages commerciaux, soit dans des rabais ou bien des avantages, peut-être des kits de pompe pour dire, ah tiens, monsieur, madame, vraiment, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Mais bon, pour la prochaine fois, lorsque vous viendrez faire des achats, on va vous faire une remise spéciale pour tenir le bon. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. La qualité de service à l'après-vente, l'opérationnalité des personnes, parce qu'un client encore satisfait, c'est un client qui est disposé à vous recommander. Et mieux, le client, il est le roi, comme je le dis, le client, il est le roi. Donc, à partir de ces éléments, si le client est satisfait, il faut transformer ces clients-là en des ambassadeurs. C'est pour ça que vous verrez sur les réseaux sociaux, on va nous parler de questions de communauté, les communautés d'entreprise. Et il y a une entreprise qui a réussi dans cette dynamique-là, c'est BlaBlaCar. BlaBlaCar a fortement réussi dans cette question de création de communauté. Donc, ça fait que de plus en plus, ces communautés font eux-mêmes des publicités pour l'entreprise, font des publicités pour les services de l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, notamment au niveau des clubs de sport, on va dire non, tel star est ambassadeur de tel club, tel star est ambassadeur de club, des moyens de vendre l'image de ces entreprises-là. Donc, c'est des gens qui sont déjà satisfaits et c'est de vendre l'image de ces entreprises-là. Donc, travailler sur ces différents éléments, ça permet aussi de fidéliser et d'avoir de nouveaux clients. Et les différents réseaux et communautés de vos clients. C'est-à-dire, il faut connaître nos clients. Si, par exemple, dans le cadre de formation, Follow Digital Consulting a un client qu'ils ont formé, on peut voir, si c'est une entreprise, on peut voir les ramifications de cette entreprise-là. Qui sont les partenaires de cette entreprise? Qui sont les partenaires de cette entreprise? Les entreprises, qui sont les fournisseurs, les partenaires internes, qui sont les acteurs internes? Et en fonction de ça, on peut établir une zone aussi, on est dans le cadre, on va dire une zone de challenges, par exemple. On va établir, OK, quel est le centre d'intérêt ici? Et on peut même demander souvent à nos clients, tiens, j'ai vu que vous êtes en contact avec telle personne, telle entreprise. Est-ce que vous pouvez nous passer une recommandation pour qu'ils puissent passer les voir et pour discuter de nous? Ah oui, tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Lorsqu'on est recommandé, ça marche beaucoup aussi lorsqu'on connaît les communautés et nos clients même aussi peuvent aussi jouer le jeu. On peut aussi aller loin, on peut dire par exemple à nos clients, mais tiens, si tu facilites l'accès par exemple, sur ta prochaine prestation, je peux te faire peut-être une réduction de 10% pour t'encourager, ou simplement on peut dire, tiens, mais si tu nous recommandes que ça marche, bon, ok, pour toi-même, on peut te donner peut-être un billet de déplacement, et tu dis, oui. Voilà. Tout ça, c'est des éléments d'entretien, de fidélisation de la clientèle. Donc, créer des cadres pour les inciter et puis les permettre au moins d'avoir. Et lorsqu'on a commencé, on allait contacter une entreprise dans le secteur de la banque,
dans un pays. Lorsqu'on avait contacté cette entreprise-là, quand on a commencé à discuter avec le directeur, on était en train de discuter, ah ouais, tiens, mais c'est vrai? Ah oui, c'est bon, on a eu la note interne de notre maison mère qui est en France. Quand elle a dit le nom ah oui, tiens, c'est vrai, effectivement, on a mis en place un protocole avec cette maison mère qui nous a dit qu'ils vont élargir à leur succursale et à leur représentation qui sont notamment au niveau de l'Afrique. Donc, automatiquement, comme il y a une relation de confiance, la maison mère automatiquement a donné les alertes au niveau de différents pays. Quand on est arrivé, ils ont reçu ils ont fait le retour à leur maison. Ah, mais tiens, OK, il y avait le processus d'implémentation qui est en cours. Donc, voilà. Et autrement, c'est de suivre vos clients et analyser vos 20-80. C'est du quoi? Le 20-80, c'est une stratégie marketing aussi. Les 20% de vos clients qui font les 80% de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? On va pas, si on a 100 clients, disons peut-être si on a 5 clients, au lieu de se focaliser sur tous les 5 clients, parce qu'il y a des clients qui, en réalité, qui ne servent à rien, plus ou moins, qui ne nous apportent absolument rien, au lieu de se focaliser, de prendre de l'énergie, de fondre de l'énergie sur tous les 5 clients, je regarde mon chiffre d'affaires, je vois, OK, je sais que j'accompagne Follow Digital Consulting, je sais que j'accompagne Vocalcom, je sais que j'accompagne tel. J'ai fait la liste de ces entreprises, j'ai dit, OK, mais tiens, parmi ces entreprises-là, OK, mon chiffre d'affaires est réalisé à 80% par an. OK, je vais voir les 20%. Je vois, OK, il y a Follow Digital Consulting, il y a Vocalcom, il y a ceci, OK. OK, c'est ça, ces 3 entreprises-là qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Bon, les 2 autres-là, c'est quand ils veulent, c'est quand ils ne veulent pas, c'est en fonction de leurs humeurs. Je ne vais plus focaliser toute mon attention sur ces deux autres entreprises. Mais par contre, les 3 entreprises qui font les 80% de mon chiffre d'affaires, parce que je sais que si l'une de ces entreprises me lâche, automatiquement, mon chiffre d'affaires va sauter. Donc, je vais mettre en place des mécanismes spécifiques pour ces clients-là. C'est pour ça que vous verrez dans les banques, tous ceux qui ont de gros fonds, par exemple, à la banque, il y a des entrées spéciales pour ces différents acteurs-là. Quand ils viennent, ils ont une entrée spéciale, ils ont un accueil spécial avec du café, avec tout le confort qui va avec pour les entretenir. Parce que les banques se disent, tiens, mais si celui-là retire son capital, son argent dans ma banque, ce n'est pas bon pour mon capital. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. C'est focaliser et analyser et connaître les 20% de vos clients qui font 80% de votre chiffre d'affaires. Bien évidemment, il faut faire aussi, comme je le disais, pour connaître l'écosystème de vos clients, et il faut faire une veille économique sur vos clients et les entreprises. Donc, autre élément, c'est les témoignages, par exemple. Demander un retour sur vos... Donc, on arrive à la phase de la conclusion. Comme je le disais, ça nous a permis d'avoir des informations sur la prospection qui pourraient nous conduire au succès et à la performance de notre entreprise et de nos affaires. On a pu voir l'offre de marketing de l'offre, la stratégie de mobilisation et la gestion de son portefeuille client. Maintenant, la seule question qui nous laisse à faire maintenant, c'est de passer à l'action. Qu'on soit, ce que je voudrais dire avant de conclure, c'est qu'on soit étudiant, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit porteur de projet, cet élément, ce sont des choses qui doivent pouvoir vous intéresser. Quand je pense, est-ce qu'on va passer à l'action ou pas, la décision appartient à chacun et à chacune. Mais ce que vous devez retenir, c'est que cette crise de COVID-19 ne doit pas être un obstacle pour vous. Ça doit être une opportunité à chacune et à chacun de dire, tiens, ça, je m'assois, je mène la réflexion pour faire muter mon écosystème, pour faire varier ma stratégie de prospection, ma stratégie de...